not my color. This is my new generation, Anastasia. Vous aimez la littérature, vous appréciez la rencontre des cultures, vous êtes amoureux des mots et des belles expressions. Retrouvez-nous dans votre émission Randonnée Nouveau Format. Avec Randonnée, allez à la rencontre de la littérature grâce aux écrivains invités, aux analyses des critiques et aux différentes chroniques. Randonnée, c'est tous les samedis de 8h à 9h sur votre radio Canal FM. Rediffusion dimanche de 21h à 22h sur la 93.5. Grâce à Randonnée, les littératures togolaises, africaines et mondiales sont désormais à votre portée. Randonnée, une présentation de Anoumou Amekoudi et Pascal Lossou. Et dans Le Polygame, un poème de l'oracle, un conte de l'oracle à parler. Miseglilo, il était une fois Edan qui avait pour première épouse Apoplo et pour seconde épouse Adadi. Depuis qu'Edan avait pris une seconde épouse, celui-ci délaissait Apoplo. À cette époque-là, le commerce de sel était florissant. Edan s'adonnait à cette activité. Il allait à Lomé acheter des sacs de sel, les revendait sur les marchés de la région, puis retournait s'approvisionner sur la côte à Lomé. De retour à la maison, le reptile donnait à Apoplo les sacs de sel vides en guise de pagne, et il offrait des pagnes de qualité super wax, des bijoux et des chaussures à Adadi. Ainsi, Apoplo s'habillait de ces horribles sacs de chute, alors que sa coépouse Adadi portait des pagnes, des bijoux et autres objets de valeur. Edan savait très bien que sa femme Apoplo ne le portait plus dans son cœur. Pour en avoir le cœur net, il dit un jour à ces deux femmes: Apoplo, Adadi, je ne me sens pas très bien. Je crois que ma dernière heure sonnera bientôt. Ne parle pas de malheur, lui interdit Adadi, devant la crapaude indifférente. Quelque temps après, l'époux feignit d'agoniser. Il gigotait sur le sol, hurlait, puis se retourna sur le dos et mourut. Les anciens se réunirent et envoyèrent des émissaires dans chaque village pour annoncer la mauvaise nouvelle. Les villageois étaient venus nombreux aux funérailles d'Edan, parents, amis, collègues, clients. Pour ces funérailles, ces femmes devaient lui chanter une chanson d'adieu, une chanson qui devait traduire la vie de couple, comme l'exigeait la coutume. Apoplo, la première épouse, commença et chanta de sa plus belle voix. Daye plavo nui nasroa lolo, daye plavo nui nasroa lolo, yo soche kotoku na nyeya, daye wo hanya boto, dan wo hanya boto, uyo dame to, oho, atunye dakugbe, oho. Mon mari Edan a acheté de beaux pagnes à Adadi, sa favorite. Comme pagne, il m'a offert des sacs de chute. Aujourd'hui, Edan tombe raide mort. On l'appelle pas de réponse. C'est un simple fait divers. On l'appelle pas de réponse. Je suis indifférente. Edan, mon mari est mort. Ce n'est pas du tout mon problème. Les anciens retirèrent la parole à la crapaude et la donnèrent à Adadi. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer d'autres horizons culturels. Vous venez d'écouter la voix de Kokoui Difagale, auteur du recueil de contes L'Oracle à parler et autres contes du Togo, œuvre parue aux éditions Pont de Liane en 2014. L'auteur que nous recevons aujourd'hui n'est pas un inconnu sur la scène littéraire dans le pays, je vais dire le Togo. Il est plus connu comme poète, dramaturge et nouvelliste.
Il est l'auteur de livres tels que Un pas avant, L'appel, Ni vu ni connu, Matricule 09, Le secret de la religieuse. Bonjour, Kokouvi Difa Galé. Bonjour, Monsieur Anoumou. Merci d'être le deuxième invité de l'année 2022 de l'émission Randonnée. Ma question, la première que j'ai envie de vous poser, comment allez-vous sur le plan littéraire? C'est pas aisé, c'est pas toujours facile d'écrire comme on veut, surtout dans cette période de Covid. C'est toujours difficile parce que dans la tête, on se sent un peu enfermé, on n'est pas tout à fait libre. Donc c'est pas aisé. C'est pas aisé, mais apparemment vous avez toujours trouvé, je dirais, la panacée en participant aux résidences d'écriture à travers le monde. Comment Galé arrive-t-il à obtenir ce passeport pour les résidences d'écriture à travers le monde? Belle question, merci. Ouais. Merci pour cette question. Il y a une chose, il y a un auteur togolais qui m'a conseillé, il m'a dit, si vous voulez écrire, il faut commencer par les revues. Et les revues permettent d'être connu, parce que les revues sont lues par beaucoup de gens qui sont dans le milieu littéraire. Et j'ai commencé par là. J'ai publié dans des revues en ligne, revues en papier en France, au Togo. D'ailleurs, Cité Magazine qui est... Ah oui, qui a existé pendant un moment à Lomé. Exactement. Ah ouais. Donc, par rapport à ce parcours-là, après, tu as envie de faire d'autres choses. Participer au comité de lecture en envoyant un texte, par exemple, à un comité de lecture pour que ce texte-là soit retenu, soit monté. Et même si le texte n'est pas monté, le comité qui te lit, il retient ton nom. Si c'est même un texte pourri, et quand ils te reçoivent 5 fois, 10 fois, il y aura un texte qui dans va... leurs archives, voilà, en tout cas, dans leur mémoire. Exactement. Ouais. Et comme je suis dans la dramaturgie, dans le théâtre, je postule dans des résidences pour le théâtre. Et c'est quand même une famille. Ces gens-là qui lisent dans les comités et tout, ils vont retrouver ton projet quelque part. Ils connaissent ton travail. Qui fait que tu as peut-être une chance d'être retenu et les gens ne le savent pas. J'envoie une dizaine de dossiers de résidence par an. Avant d'être choisi, voilà, pour aller à une. Exactement. Ouais. Et des fois, il y a des années où il n'y a pas un seul qui marche. Ouais, donc c'est un parcours de combattant. Exactement. Il faut être endurant pour y parvenir. Oui. Il faut avoir aussi une œuvre, il faut avoir des œuvres Ouais. qui te permettent d'être retenu, qu'on voit que tu es professionnel, parce que là, c'est un peu le niveau professionnel là-bas. Bon, ici, en Afrique, on n'a pas encore ce milieu professionnel en griffe comme il faut. Mais c'est en train de venir à grande vitesse. Donc, c'est un peu le circuit, comment ça marche. Ce n'est pas que tu connais quelqu'un quelque part. C'est pas une affaire de relation. Non, non, pas du tout. Où on peut faire des coups de fil et en 2 semaines, le visa arrive, le billet arrive. Pas du tout. Là. Il faut travailler d'abord. Oui, pour la petite histoire, je vais raconter en 2 mots. J'avais postulé à une résidence chez Maria Cazares. Donc, c'est une comédienne française qui a laissé sa maison à la mairie, qui en a fait une résidence. Et quand je suis arrivé, je demande au responsable du lieu, monsieur Mathieu Roy, je vais lui donner son nom, et je lui demande, bon, il y a eu combien de candidatures, comment vous avez fait pour me choisir, quels sont les critères qui ont été à ma faveur et tout. Il m'a dit ceci, écoute, il y a eu beaucoup de candidatures, une cinquantaine, et que il y a des gens qui ont envoyé une ligne de projet, parce que c'est des gens connus, ils font des noms, et que eux, le comité ne fonctionne pas avec des noms connus, et que moi, mon dossier, quand ils l'ont pris, ils ont su ce que je viens faire, même le temps que je viens faire, tout était justifié, et que c'est un dossier très bien fait, et que c'est par rapport à ce critère, et qu'ils votent, ils choisissent par, il y a un jury, et qu'il n'y a rien de truc là, et que si je fais mes dossiers comme cela, j'ai quelques chances, même si ça ne suffit pas des fois, pour être retenu. On sait que tu es venu pour faire ceci, mais on peut préférer un tel à toi. Et donc, depuis, j'ai aussi continué par être rigoureux, par travailler, par publier ici et là,
pour donner un peu plus mon travail aussi au monde avant de postuler pour demander une résidence, le temps qu'on ait ces résidences-là à foison chez nous. Ouais, ça va arriver en tout cas, parce que nos autorités sont sûrement à l'écoute, elles font de leur mieux, elles organisent plein d'activités de nos jours. On espère quand même qu'elles prendront aussi en compte l'importance d'avoir des résidences d'écriture dans nos pays. Merci, Galé. On va continuer. Là, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de manière plus approfondie de votre recueil de contes, L'Oracle a parlé et autres contes du Togo. C'est un livre de 86 pages. Il contient 9 contes au titre tels que L'Oracle a parlé, L'arbre aux fruits noirs sucrés, La pierre qui brille, Le perroquet et l'homme imprudent, Adadi et Ganan, Emu et Yevi Golotoé, Yevi et Awalipo pour ne citer que ces contes. Dans le recueil, les thématiques abordées ont trait à la polygamie, au bonheur, à la fourberie, à l'amitié, plutôt, j'allais dire, à la fausse amitié, parce qu'on le découvrira dans le livre dans quelques instants. Des thématiques également liées à la ruse, à la cupidité. Kokuvi Difagale, une toute première véritable question me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre ces contes à l'écrit? J'ai fait un constat, et c'est que les contes sont en train de disparaître. L'écrit, c'est la mémoire du monde. Oui. Et quand on ne grave pas avec les lettres, quelle que soit la richesse orale, ça disparaît, ou bien on est malade, on n'a plus la mémoire. J'ai constaté qu'on a un énorme patrimoine immatériel, les contes, qui sont en train d'être rangés comme les côtes, nos côtes, et il faut les préserver. Et donc, j'ai eu une chance aussi pour y arriver. C'est par ma grand-mère, j'en ai parlé dans cette émission, je vais la nommer, elle s'appelle Galé Massan Nodi, j'en ai eu 2, et Gagnon d'Azoé, qui me disait des contes quand j'avais 3-4 ans, tous les soirs. Et dans ce recueil, c'est 9 de ces contes. Malheureusement, trop jeune, j'ai oublié la plupart, ou bien je n'ai que des bribes. Donc, c'est pour préserver notre pays, notre mémoire, que j'écris cela comme quelque chose qu'on m'a transmis, que je donne à la postérité. Est-ce que les contes dont vous parlez dans votre recueil viennent de quel horizon culturel précisément, puisqu'on est au Togo et il y a différentes parties du pays? D'où viennent ces contes? Oui, ces contes viennent de mon village, qui devient là le centre du monde. Mon village, c'est Vukbo, c'est au sud. C'est à côté d'Amouzkopé. Amouzkopé, quand tu vas vers... tu fais le tronçon Lomé-Palimé. Oui. Tu arrives à Kévé, à Zanou, et Bagbe, Badja, Bagbe. Ouais. Et tu vas arriver à Mouskopé, qui est au bord du goudron. Mon village est à 1 kilomètre d'Amouskopé. Et donc, ma grand-mère m'a dit ses contes à partir de là. Quand je venais pendant les vacances au village, je passais 1 mois là-bas. Et c'est des contes, voilà. Et ces contes vous sont restés à l'esprit jusqu'à maintenant? Oui, au moins ceci. Ceci, voilà. Ouais. Sinon, j'aurais 1000 contes. Oui. Les contes auraient suffi à faire ma carrière. Parce que c'est plus de 1000 contes. Ma grand-mère était une conteuse fabuleuse. Et donc, c'est aussi pour lui rendre hommage, parce que c'est comme on t'a initié en te transmettant une parole que tu dois faire traverser le temps. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai écrit, transcrit, parce que c'est en éveil. Et qu'elle me disait les contes, il faut les transcrire, les traduire et des fois les trahir, parce que c'est pas facile, hein. Et des fois les trahir. On va en parler tout à l'heure. Ben, vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de contes qui vous ont été contés, qui vous ont été racontés, beaucoup d'histoires qui vous ont été racontées. Là, il a fallu faire un choix, sûrement, avant d'avoir les 9 que nous avons dans ce livre paru en 2014. Comment s'est fait ce choix? Oui, absolument, il a fallu faire un choix. On va remarquer que ces 9 contes-là
il y a quand même des choses des thématiques comme la polygamie, l'amitié, la fausse amitié, qui reviennent dans les contes, qui parcourent les contes. Oui. Donc, j'ai eu à choisir cela parce que c'est aussi un aspect du travail et de la réalité de notre société. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai choisi ces 9 contes qui ont trait à l'amitié, à l'amour, à la gémellité, à ce que nous vivons au quotidien. Votre premier conte, l'oracle a parlé, débute ainsi à la page 10. Le conte prit son envol, s'éleva et atterrit dans un village. Dans cette localité vivait un roi appelé Ephiagan. C'était un souverain très aimé de son peuple. Dans ce même village vivait Bokor, un grand devin. Le prêtre vaudou consultait les oracles et prédisait l'avenir. Un jour, les oracles prédirent la mort prochaine du roi. Informés, des habitants du village se moquèrent du devin. Néanmoins, le voyant sûr de lui, informant les notables de ces alarmantes prédictions. Astapho, le chef de la sécurité du roi, Chami, son porte-parole, et Siator, son père spirituel. Puis, accompagné de ces notables, Bokor alla informer Ephiagan. Vénérable roi, salut à toi. Les oracles m'ont donné un message pour toi. Quel est ce message, Bokor? Mon roi, tu seras mordu par un serpent mortellement. Difagalé, j'ai envie de vous demander, on sent chez cet oracle, chez ce devin, une certaine détermination, un courage réel, je dirais même une témérité. Hein? Il fait preuve d'une grande témérité en allant dire au roi qu'il mourra, donc et il sera mordu par un serpent. Les auditeurs qui nous écoutent ce samedi ont sûrement envie de savoir quel sort était réservé finalement à ce devin. Oui. Effectivement, il faut du courage, et de la témérité et de l'amour aussi pour le roi. Parce que une chose est d'aller lui dire, une chose est d'assumer les conséquences de ce qu'on lui dit là, comment il va réagir. Et la suite, personne ne croit. L'entourage du roi ne croit pas. Parce que le devin, qui est-il pour pouvoir faire des prédictions par rapport à l'avenir du roi? Et dans le conte, je vais dévoiler ce premier conte parce que les autres, je dirais plutôt que les lecteurs aillent jusqu'à la fin, je les mènerai. En tout cas, ils ont besoin également de savoir de ce qui est dans ce livre, au moins une partie. Et la deuxième partie, ils iront chercher le livre pour la découvrir. Et donc, dans ce conte, on n'a pas pris au sérieux ce que dit Bokor. On s'est moqué de lui. On lui dit, mais qui est-il? Mais l'homme le plus protégé de ce village, qu'est-ce qui peut, le serpent va passer par où? Et donc, ils disent, pour narguer ce qu'a dit le Bokor, qu'à l'heure et à la date qu'il a énoncé, ils vont porter le roi avec sa cour, il va faire une parade, un défilé énorme dans le village, et c'est ce qui fut fait. Et effectivement, tout alla bien, et on entend le roi qui crie. Un serpent m'a mordu. Oui, un serpent m'a mordu. Aïe, un serpent m'a mordu. Voilà. Quoi? On ne voit pourtant aucun serpent par ici. S'étonnant un garde. Comment le serpent a pu s'incruster un peu, a pu atteindre le roi alors qu'on ne l'a pas vu? Oui, la terre est vaste. La terre est vaste. On peut sécuriser le sol, mais pas les airs. Ou pas, on ne peut pas voir toujours derrière soi. Parce qu'il y avait un aigle, Ahon l'aigle, qui est tombé du ciel, qui a attrapé un serpent en fait pour aller nourrir ses enfants, ses petits, et qui perd sa proie en chemin. Et malheureusement, la gravité fait que ce serpent blessé tombe et pile poil tombe sur le roi. Et un serpent blessé, c'est celui qui est le plus dangereux au monde. Voilà. Donc finalement, l'histoire, et c'est pour cela que vous écrivez
et c'est depuis ce temps-là que passe à la postérité le dicton. On le traduit en français, nul n'est prophète chez soi. Et que les rois ne sont plus des hommes ordinaires, mais plutôt des visionnaires avisés, capables de sortir des situations délicates. Absolument. Absolument. Merci. ADV, dans votre deuxième pot. Un petit détail. Par rapport à ce conte, j'ai un oncle qui plus tard me dira, au fait, Afebokom Djenamenou, c'est aussi lié au Fa. Et le monsieur m'a expliqué, me disait que, par exemple, ce conte-ci, c'est le Fa qui est traduit, d'ailleurs l'oracle, donc, qui fait que ces contes ne sont pas que des paroles comme ça, mais c'est comme une Bible. Donc, le Fa qui existe dans pratiquement la plupart des cultures africaines, c'est un peu le fond ou bien l'histoire déroulée en dessous. Et il me disait aussi que c'est pour ça que les devins, les bokors, ne comptent jamais. Et les auditeurs peuvent expérimenter cela, demander à un bokono de lui dire un conte. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. En tout cas, ils nous diront si l'expérience a été concluante. Merci, Difagale. Votre deuxième conte, l'arbre aux fruits noirs sucrés, la pierre qui brille, le perroquet et l'homme imprudent. Dans ce deuxième conte, il est question d'un homme, Nuchu, qui vivait seul pendant un long moment, jusqu'à ce qu'une femme prénommée Adévé fasse son apparition dans sa vie et accepte d'être son épouse. Mais un jour, Adévé plie ses bagages et le quitte. Brisé par cette attitude de sa femme, l'homme s'en va vivre dans la forêt comme un fou jusqu'à ce qu'il découvre à Chitonchi qui le séduit. Comment un arbre peut séduire un être humain? Oui, quand on est désespéré, quand on a le blues, on est triste, il arrive qu'on peut contempler un élément qui normalement, si on avait toutes les situations réunies, qu'on n'observerait même pas. Donc comme il ne trouve pas ce bonheur chez l'humain, il fait un transfert sur cet arbre qu'il voit et qu'il contemple, dit « Ah, mais dis donc, si tu pouvais être une femme », puisque les humains en chair ne répondent pas. Si ce arbre-là au moins pouvait être une femme tel qu'il est beau, il est ceci, il est cela, sa forme humaine me permettrait d'être vraiment aux anges. Et cet arbre apparemment l'a écouté. Ah oui. Il s'est métamorphosé en femme, mais à la condition qu'elle ne dise pas qu'elle était un arbre. Absolument. Et l'histoire continue, Difagale. Oui. Et donc, c'est ainsi que Nutu, qui veut dire homme, a retrouvé maintenant sa moitié, si on peut l'appeler comme ça, qui est maintenant la femme qu'il appelle Nonu, donc qui veut dire femme, donc l'homme qui trouve la femme, et qu'il appelle aussi délice, donc la douceur. Si tu as mangé à Titoé, et tu sais que quand c'est bon, c'est succulent, c'est sublime. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, dans la mesure où il rencontra aussi Ekpe. Oui. Il rencontra Ekpe. Ekpe se transformant en une belle femme. Elle avait un teint clair, on eût dit une mulâtresse. Elle lui posait la même condition que la première sur son origine. Je te le promets, lui répondit Nuchu, ravi. Nuchu la nommant Dayovo, et tous trois continuèrent leur chemin. Ils ne firent pas 1 kilomètre quand ils tombèrent sur un joli perroquet. Qu'est-ce qui est arrivé au perroquet après? Oui, le perroquet est devenu une femme que l'homme a nommée Bibimé, donc celle qui déborde d'agilité. Donc c'est dire que cet homme-là, qui n'avait rien, veut avoir tout et tout. Au même moment, en très peu de temps. Oui. Et finalement, il a eu tout. Il a eu le perroquet qui est devenu une femme, il y a eu la pierre qui est devenue une femme, il y a eu l'arbre qui est devenu une femme. Et après, je pense que la femme qu'il avait quittée, Adévé, fait son retour. Oui, il faut surtout préciser qu'il a eu le secret qui va avec ces trois femmes-là. Oui. Il y a une clé. Oui. Et donc, Adévé qui revient. Et ces femmes sont sublimes, elles sont belles. C'est les genres de femmes qui peuvent séduire l'univers. Et Adévé est jalouse que, enfin, l'homme trouve des femmes qui la dépassent, qui la supplantent même, et qu'elle est pratiquement
inexistante et qui fait qu'elle va creuser cette mine-là pour trouver le secret. Pour trouver le secret. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle a installé elle a installé quoi là? Derrière les habitations des trois femmes? Une meule. Avant la meule, les trois femmes étaient allées au champ. Oui. Et donc, comme elle est seule avec Moutou, elle lui fait un bon repas. C'est son plat préféré. Oui, et après le gars s'est enivré. Moutou s'est enivré et Moutou a révélé en tout cas une partie ou bien a révélé le secret. Oui. Que cette femme-là, c'est Atitueti qui est devenue une femme, c'est Ekpe qui est devenue une femme, et le perroquet qui est devenu une femme. Et donc, pour se venger, pour les détruire donc le foyer de l'homme, encore une seconde fois, la femme installa la meule. La meule, c'est comme le téléphone ici, il est sous la fenêtre de cette épouse, et il écrase en chantant cette chanson qui dit Echo, 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 edenye atitueti, edi ova nona nyeme se pogredeo. Donc, il y en a une qui est un arbre aux fruits noirs sucrés, et c'est cette femme-là qui l'épouse. Je n'ai jamais entendu une pareille histoire. Donc, quand Atitueti, la femme, entend cette parole, elle va vers les autres pour leur dire qu'apparemment Adévé a notre secret. Oui, mais écoutez ce qui s'entend là. Et en même temps, ça continue, ça ne s'arrête pas à là. Écho, écho, écho. Donc tout en écrasant. Oui. Et dernier, tombe, et dit Ova nona, nyeme se pogbedo. Donc c'est la seconde. Et la dernière, Echo, 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 et dernier, akose, et dit Ova nona, nyeme se pogbedo. Donc les trois femmes, elles ont compris que leur mari les a trahis. Oui. Et le pacte est rompu. Ce qui fait que ils invitent leur époux à venir dormir avec une d'elles pour avoir une information. Et c'est là, Adévé est revenue pour faire sa chanson. Et au petit matin, les trois femmes quittent Moutou. Donc ça lui arrive pour la seconde fois. Oui, les trois femmes quittent Moutou, mais est-ce que Adévé est resté? Adévé, il n'est jamais resté. Adévé, c'est la langue, la double langue, c'est la médisance. Ouais. Elle est repartie. Elle a fait sa médisance et elle est repartie. Donc, elle quitte l'homme. Mais dans ce conte, qui est un peu un des contes les plus durs, l'homme de colère n'a pas supporté et a posé un acte qui l'affaiblit encore plus. Que je ne dirai peut-être pas. Oui, ok, que vous ne le direz peut-être pas ici, mais les lecteurs iront chercher le livre, l'oracle a parlé et autres contes du Togo pour en savoir davantage. Mais la leçon finalement à tirer de ce conte? Oui, et la leçon finalement qu'on peut tirer, c'est il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas consommer ou bien il ne faut pas être insatiable. Et quand vous avez une femme, ça suffit. Quand vous en avez une, il faut vivre, vous pouvez vivre avec celle-là tout ce que vous pouvez vivre avec 1000 autres, de joie comme de bonheur, comme de tristesse. Et ici, l'autre leçon, c'est qu'il faut se garder de parler et se garder de boire jusqu'à un certain niveau, puisque l'un va avec l'autre. Ce qui fait que Adévé a fini par toucher le tendon d'Achille de cet homme qui est ici la boisson, qui fait qu'elle a pu découvrir le secret. Et au-delà de tout cela, souvent, dans des rencontres, on m'a dit que ces contes ternissent l'image de la femme qui est présentée sous des jours sombres. Oui, parce que après tout, quand on lit ce conte, on a peut-être l'impression que le conteur ou bien l'histoire veut nous dire qu'il ne faut pas confier nos secrets à nos femmes. Oui, mais l'histoire dit plus. Oui. L'histoire dit la faiblesse de l'homme. Dans ce conte, ce que moi je retiens, c'est la faiblesse de l'homme. Comment je retiens cela? Cet homme-là a une expérience de la vie, sa femme l'a quitté, ça peut arriver à tout le monde. Il en a eu une autre, ça ne lui a pas suffi, il en a pris 2 autres, ça fait 3 femmes avec un secret à la clé. Et au lieu de garder ce secret
Parce que la force, ce n'est pas aussi les muscles, c'est la capacité à se retenir, à réfléchir, à savoir agir. Et cet homme qui est, comment je vais le dire, qui réagit de façon instinctive, brutale, sans réflexion, est faible. Ouais. Et vend la mèche, donc c'est la retenue. Et c'est pour cela que vous écrivez à la page 22, c'est pour cela que les anciens disent ceci, quelle que soit la circonstance, il faut se garder de dire ses secrets à une femme. Et c'est également pourquoi les polygames ont rarement une vie paisible. Ah oui. Merci, Difa Galé. On va faire une petite pause musicale et on va revenir pour continuer l'émission. Canal FM. Yo playa novio si o tiende, que de rojo son de que. Yo playa novio si o te supuate, que de rojo dole rojo. Yo playa si o plato ade, que de rojo dole. Le son coye bakea, le akoye ya ele, le kege ya chocho doma, se kego ye ya ma. Me di be manana nyabena. Chacun son chemin, chacun son destin. La vie c'est comme les étoiles de la mer. Aucun ne vaut l'autre, on est tous différents. Nakata Miva, Vidigo. C'est malheureux, c'est comme ça. Nakata Miva. Miva, la pauvre, Oui, merci à Olivier pour cette chanson de King Messon, chacun son chemin, chacun son destin. Je ne vais pas continuer parce que les auditeurs l'ont déjà écoutée et la connaissent, cette chanson. Et cette chanson a quand même un écho avec le recueil, après tout. Absolument. Ouais. Chacun a son parcours, oui, a ses rencontres, c'est ce qui fait sa vie. Ouais. Et ici, la chanson nous dit, certains se sont mariés, certains ont eu du travail, d'autres pas. Mais chacun a son parcours. Et quand tu creuses ta mine intérieure, tu arriveras à trouver ce qui est à toi, ce qui est, c'est comme la littérature pour moi. Et c'est quelque chose, c'est une rencontre heureuse et que je creuse toujours avec beaucoup de bonheur. Et quand on est dans ce chemin-là, on ne s'ennuie pas, on n'est pas triste. On peut faire cette vie-là jusqu'à la fin sans s'ennuyer. Et malheureusement, Nuchu, il a eu la chance quand même d'avoir 4 femmes, mais les 4 femmes sont parties. Donc chacun son parcours, chacun son chemin. Absolument. Difa Galé, on est là pour parler de votre recueil de contes, l'oracle a parlé, et autres contes du Togo. Le troisième conte qui m'a intéressé dans le livre, c'est Achu et Eche. C'est un conte, c'est une histoire assez émouvante d'une famille dans le village de Zelouba. Ce village existe réellement ou tu l'as vous l'avez inventé? Oui. Vous l'avez inventé. En effet, dans ce village, il y avait un vieil homme prénommé Monouvé qui avait un fils du nom de Djijo. Son père, c'est-à-dire Monouvé, propose à son fils de se marier. Il lui trouve une jeune fille venant d'une famille qu'il connaissait bien. Mais il lui donne un avertissement, et je le dis à haute et intelligible voix. Je n'aimerais pas que tu deviennes un jour polygame, mon fils. Cet avertissement a été fait à Djijo. On a finalement l'impression que dans le conte, Djijo n'a pas respecté cet avertissement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé après? Oui, Djijo a exercé sa liberté. Sa liberté. Et donc, il a trouvé au marché de Jokominashi. Donc, une femme qui est venue vers lui et qui, au vu de tout ce qu'il a apporté à vendre, la femme dit, mais quel homme es-tu? Aujourd'hui, les jeunes ne travaillent plus, ne veulent rien faire, mais toi, ton champ te donne tout ça, mais je t'épouse. Et le jeune homme, Djijo,
dit non, j'ai déjà une femme, il résiste un peu, la femme revient à la charge. La troisième fois, il dit à la femme, ok, je vais faire quelques courses là et on part ensemble. Donc, il emmène cette femme-là à la maison. Et de retour à la maison, son père vit la femme à ses côtés et lui demanda, fils, est-ce bien toi que je vois là? Il répond, oui, père. Qu'y a-t-il de mal? Son père lui répond, son père réplique, rien du tout. Mais le lendemain, le jeune homme commença à construire une belle case pour sa seconde femme. Bientôt, la case fut prête, Gideon la meubla et y installa Amélé, sa seconde épouse. La seconde épouse lui a apporté le bonheur? Pas du tout. Que des problèmes. Que des problèmes. Oui. Lesquels, par exemple? La première épouse qui a donné des jumeaux. Essénam, oui, a donné des jumeaux. Elle était allée chercher du bois. Et donc, il dit à sa seconde, occupe-toi de mes enfants, 30 minutes, je vais prendre du bois à côté. Et le temps de venir, de rentrer, la seconde épouse prend les enfants et les jette dans le fleuve. Oui, mais elle les remplaça par un chien dans la deux maison. chiots. Oui, parce qu'un chien dans la maison a fait 5 chiots et elle prend 2 chiots pour remplacer les 2 enfants. Voilà. Et elle a vendre le reste, la mère. Dans un marché lointain. Exactement. Pour dénigrer donc sa épouse, disant que elle a mis basse, comme on dit, des chiots, avec des toits d'avou, pour la ternir. Oui, ternir complètement son image dans la société. Voilà. Mais la réalité a fait que, on dit, la vérité est enterrée avec des barres de fer. Les barres de fer ont pourri, mais la parole est toujours là-bas. Ouais. Et avec le temps, les enfants, la femme allait se laver au marigot, parce qu'au début elle était un peu folle, et elle ne supportait pas cela, et son beau-père lui dit, mais va te laver au fleuve, la vie est compliquée, mais il faut gérer, il faut continuer à pas se battre. Une fois, elle va, et dans ce fleuve au fait, où il y avait une mère crocodile, qui avait des petits, au moment où la femme a jeté les jumeaux, elle les a recueillis, les a nourris comme ses enfants, et les enfants ont grandi. Et donc, elle dit aux enfants, allez dans ce village-là, vous allez trouver, demander d'après une femme qui a eu des chiens, des chiots. Et vous retrouverez sûrement votre famille. Voilà. Et donc, quand les 2 jumeaux, devenus garçons très beaux, élégants, sortent du fleuve, ils voient une femme qui est en train de laver ses habits au bord du fleuve. Et donc, ils lui demandent où est le village tel. La femme leur dit, attendez, je finis de laver, de faire ma lessive, et je vous y emmène, je viens de là. Donc, ils arrivent au village et sont reçus par, au fait, leur grand-père, sans qu'ils n'en sachent rien. Oui, et le grand-père dit, tu vois mon fils, si tu avais tué ces 2 jeunes gens, comme ton épouse Amélie te l'avait conseillé, oui, et tu n'aurais jamais su avec exactitude la vérité sur le sort de tes enfants disparus. Cette histoire continuerait de salir ton nom et celui de ta femme. Oui. Ouais. Et effectivement, la nuit, quand les invités étaient venus, la seconde épouse alla réveiller son mari pour lui dire, mais ces étrangers-là, je pense qu'ils ont de l'or dans leurs affaires. Ouais. Tuons-les. Et emparons-nous de ce qu'ils ont dans leur sac. Parce qu'elle a dû imaginer que ça devrait être les enfants qu'elle a vendus, qu'elle a laissés quelque part. Non, elle n'a pas pensé à ça, oui, mais elle a pensé plutôt au bien probable que ces 2 pourraient avoir dans leur sac. Oui. À l'époque, un étranger qui vient chez vous, ce n'est pas chose courante. Oui. Et donc, des gens inconnus. Et donc, c'est toujours cette rapacité que cette femme a, qu'elle continue par développer. Heureusement pour le jeune homme que son père, il va voir son père pour lui exposer l'idée, la proposition de sa femme. Et le père lui dit, non, dors avec moi, ce soir, tu ne vas plus vers cette femme, demain matin, on va voir ce qui se passe. Ouais. Et finalement, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, les enfants demandent d'après cette femme qui a accouché des chiots, et on comprend que, puisque au Bioamania, comme quand tu es un invité la nuit, vous ne pouvez pas vous saluer la nuit. Mais le lendemain tôt le matin, on pose la question d'Adbéa. Exactement. Chez nous. Et c'est en racontant ce pourquoi ils sont venus qu'on découvre que
ce sont nos enfants. Donc, on a failli commettre irréparable, hein? Voilà, irréparable, tuer le fruit de nos entrailles cette nuit si on avait écouté une parole. Et quelle joyeuse retrouvaille, écrivez-vous à la page 32, ce jour-là, les jumeaux construisirent une belle maison qui abrita le père et leur mère désormais réconciliés. Quant à leur belle-mère Amélie, constatant l'échec de ses projets funestes, elle prit bien vite sa fuite. L'heureux vieillard, le père de Didion, informant tout le village de la bonne nouvelle. Les habitants de Zéloba accompagnèrent les frères jumeaux au fleuve, à l'endroit où ils étaient sortis de l'antre de Mère Crocodile. Là, Mère Crocodile apparut momentanément à la surface de l'eau, tandis que les jumeaux prenaient un bain en guise de rituel d'adieu. La leçon à tirer finalement de ce conte Ifagalé. Oui, il y a d'abord la reconnaissance, c'est-à-dire aller au fleuve se laver. Ce n'est pas que se laver, mais c'est faire un clin d'œil à la mère crocodile qui les a sauvés, recueillis et hébergés. Et la seconde leçon, ou bien moralité, idée d'éducation qu'on peut avoir dedans, c'est de savoir écouter une parole, la parole qui écouter pour agir ensuite. Ici, on voit que ce jeune homme qui écoute son père finalement, ce qu'il n'avait pas fait au début. Ouais. Quand le père lui a posé la question, ils se sont parlé à demi-mot, mais il a été ferme sur sa décision. Mais là, il écoute son père et il s'en sort. Maintenant, la dame qui a eu les jumeaux, la mère des jumeaux, qui est salie, est aujourd'hui lavée. Ouais. Et on la présente au marché. Pourquoi elle va au marché? Parce que c'est un scandale d'avoir accouché de Chio. Oui. Il faut qu'on aille au marché pour qu'on la voie avec ses jumeaux, pour que les gens comprennent que c'était pas cela la réalité. C'était un complot contre elle. C'était un complot contre elle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, on voit dans les marchés des femmes qui ont fait des jumeaux présenter leurs enfants. C'est par rapport à ce rite-là. Parce que ces contes, ce ne sont pas que des contes, mais c'est des contes initiatiques. Et le lien des jumeaux avec le crocodile aussi, ce n'est pas qu'un conte, mais c'est initiatique. Et vous concluez si bien votre conte par ces mots. Ces rites sont pratiqués encore de nos jours chez les évêques. Quand des bébés jumeaux naissent dans une famille, on les conduit avec leur mère sur la place du marché. Et vous donnez une leçon, ou bien en tout cas le conte nous donne cette leçon pour terminer. Avoir plusieurs femmes apporte rarement harmonie et bonheur dans le couple. Malheureusement. C'est une sorte de message à l'endroit de ceux qui sont encore tentés d'avoir 2 ou 3 ou 4 femmes. Oui, je dirais oui, mais c'est comme le père de ce jeune homme. Oui. C'est qu'une parole. Et chacun est libre d'exercer sa liberté. Et voilà. Chacun est libre d'exercer sa liberté et je vais vous donner aussi la chance d'exercer votre liberté en choisissant un recueil, un conte, en nous parlant du conte qui vous a le plus, je dirais, le plus intéressé. Oui, et le conte qui m'a le plus plu, il est à la page 35. C'est un conte qui plaît beaucoup aux enfants. C'est le conte de Adadi et Ghana. Adadi et Ghana. Oui, Adadi et Ghana. Oui. Oui. Qu'est-ce que ce conte dit? Oui, ce conte raconte une famine où il y a des animaux qui ne trouvaient plus à manger, notamment Adadi et Ghana. Chacun avait une cinquantaine d'enfants. Et donc, Adadi, ne sachant quoi faire, réfléchit. Quand Ghana revient lui faire une proposition, il dit ceci. Mon ami, nous allons faire un marché qui va nous éviter des difficultés pour trouver de quoi manger. Que veux-tu? Que veux-tu dire, Niola Adadi? Nous avons toutes les deux beaucoup d'enfants. À tour de rôle, chacun de nous tuera un de ses petits pour servir de repas à l'autre. C'est une bonne idée, lui répondit Adadi. Mais puisque c'est ton idée, Ghana, c'est toi qui commenceras, ajouta-t-elle. Et donc, Ghana qui propose donc ce marché-là à Adadi. Adadi étant plus intelligente apparemment en tant que femme, demande à Ghana de commenter. Oui. Et Ghana l'a fait. Ah oui, la charité bien ordonnée. Commençant par soi-même. Donc le soir même, oui. Ghana a fait un bon repas avec un de ses enfants qu'il donne
à Adadi. Oui. Et Adadi, Étant plus maligne, rusé, enlève les morceaux de viande de la sauce. Oui, et prend Plingotame Et autres là pour mieux assaisonner la sauce, enlever le goût qui peut y rester. Ils ont fait cela oui. durant des mois et des mois. Et finalement, Ghana se rend compte en arrivant un jour chez Adadi que ses enfants continuent à exister. Exactement. Et elle lui demande quel secret avez-vous? Et j'adore la réponse d'Adadi qui dit laquelle? Quand je tue un de mes enfants, j'en fais deux en même temps. J'en fais deux en même temps. Tu ne fais pas la même chose. Oui. Et Ghana comprend qu'Adadi s'est moqué de lui. Sérieusement. Et la situation est telle que Adadi a dû fuir pour cacher ses enfants en haut d'un capoquier. Et pour descendre de ce capoquier, il avait une chanson. Ouais. Donc, c'était le secret entre elle et ses enfants. Exactement. Ouais. Et la chanson dit ceci, je peux la chanter. Oui. Evinyewe midokada, evinyewe midokada, ganaviwe midu vutigimiaï, ganaviwe midu vutigimiaï, qui veut dire en français, mes enfants, faites descendre la corde, mes enfants, faites descendre la corde, vivre en haut de ce capoquier est le prix à payer. Pour avoir mangé les enfants de Ghana. Donc, qui fait qu'elle doit vivre maintenant avec ses enfants reclus en haut d'un arbre. Ouais. Ben, Ifagale, on aurait aimé continuer à parler de votre recueil, l'oracle a parlé, et votre conte du Togo, mais nous sommes presque à la fin de l'entretien avec vous aujourd'hui, sur votre œuvre. Nous aurions quand même aimé, nous souhaiterions que vous nous lisiez un petit extrait d'un autre poème pour terminer l'entretien avec vous. Ok. Je vais présenter un extrait du conte Yevi Golotwe et Avalifou. C'est à la page 51. Yevi, un polygame, a perdu une de ses belles-mères à Azan. Comme de coutume, il en informant le chef du village. Bientôt, le gongonneur public proclama ceci. Moi, Yevi Golotwe, j'ai perdu ma belle-mère à Azan, Tingo. Ces funérailles auront lieu dans 3 jours, bien sûr à Azan, Tingo. Que celui qui n'a rien d'autre à faire et qui est un vrai imbécile vienne m'accompagner à ces funérailles, Tingo. Effectivement, aucun habitant du village ne se proposa pour accompagner Yevi à ses funérailles à Azan. Mais le jour J, voilà qu'Avalifo interpella Yevi qui prenait la route tout seul. Mon ami, je t'accompagne aux funérailles de ta belle-mère. Tu ne pensais pas aller tout seul rejoindre ta femme là-bas pour ses funérailles, le taquina Avalifo. Comme tu voudras, répondit Yevi, contrarié. Tous les deux quittaient le village quand l'araignée prévint l'engoulevent en ces termes. L'engoulevent, c'est Avalifo. Mon ami, il faut que tu saches que dans le village de ma belle-mère, durant les funérailles, chaque invité vient avec ses propres assiettes pour prendre la boule d'acassa et la sauce. Celui qui n'emporte rien avant d'arriver là n'est pas servi durant les repas, faute de couvert. Il reviendra chez lui le ventre vide. Ah bon, mon ami, merci beaucoup pour ces précieuses informations, dit Avalifo. L'engoulevent prit son couvert, des assiettes, de quoi se servir à boire, de quoi se nettoyer les mains, la bouche après avoir mangé. Bref, tout ce qu'il faudra pour être à son aise parmi les invités au cours d'un repas d'une telle envergure. Les voyageurs mirent tous les deux leurs ustensiles dans un même sac. Ils marchèrent de longues heures. À l'approche du village de la belle-mère de Sainte, Yevi s'exclama. « Mon ami !»« Oui, répondit Avalifo. Qu'y a-t-il ? Je pense qu'il serait plus sage de cacher tous nos ustensiles ici, sous les herbes. Nous reviendrons les prendre au moment opportun. Je veux dire quand ce sera l'heure de servir les repas. » Merci infiniment,
Ifa Galé d'être venu nous parler de votre recueil, L'Oracle a parlé et autres contes du Togo. C'est moi qui vous remercie de me recevoir et de me donner cette belle opportunité. Merci et à bientôt. Nous continuons l'émission après avoir eu, durant la partie entretien, Ifa Galé, venu nous parler de L'Oracle a parlé et autres contes du Togo. Avec Randonnée, allez à la rencontre de la littérature grâce aux écrivains invités, aux analyses des critiques et aux différentes chroniques. L'actualité littéraire, aujourd'hui, Molière aurait eu 400 ans s'il était encore vivant. Baptisé le 15 janvier 1622, il décède le 17 février 1673 après avoir laissé à la postérité des œuvres très intéressantes comme Les femmes savantes, Les fourberies de Scapin, Le malade imaginaire, Le bourgeois gentilhomme, Le médecin malgré lui. Des siècles après sa mort, ces œuvres continuent à nous interpeller face aux problématiques humaines. Vient de paraître en ligne aux éditions Séguiment l'œuvre poétique Sagesse de Koudoussou Fioklou. Hier, la scène Bella Bello du campus universitaire de Lomé a servi de cadre à une conférence de l'écrivain haïtien Mackenzie Orcel sur le thème « La poésie comme une respiration au milieu du chaos ». Le premier numéro de Parole aux acteurs, une initiative du club de littéraire, a eu lieu le samedi 8 janvier dernier. Il a eu pour invité l'écrivain togolais Juvenal Habitat, auteur du roman Mon nom est Horizon. Théo Ananisso était le modérateur. Chers auditeurs, nous vous remercions infiniment de nous avoir écoutés ce samedi et nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, 21h à 22h pour la rediffusion. Grâce à Olivier, on pourra terminer l'émission avec une chanson de Jimmy Hope, chanson que je vous dédicace pour ce week-end. À très bientôt. Anoumoua Mekoudi était au micro. Merci. Canal FM. Here I am again, feeling all alone in my hometown. I don't know why. I spend my night thinking about my life all alone. I'm gonna leave this town. I'm gonna leave this town.